Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Leaf Talk. Aujourd'hui, en bonne compagnie. Et avant ça, je vous invite de vous inscrire, enfin de vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un commentaire, de partager, de nous donner une note de 5 étoiles sur Spotify. Si vous Étoiles, c'est connaissez le pas. minimum, en gros. Ah, Précise bien que 5 étoiles sur Spotify, c'est le minimum. Précise-le bien. ok. Et, et également, pour Lift Trainer, si vous ne connaissez pas, Lift Trainer, c'est une entreprise de coaching spécialisée en street lifting depuis 2021. On a aussi une formation Lift Trainer Global on fait beaucoup de choses, dont ce podcast avec plusieurs émissions. Donc aujourd'hui, je suis avec Yanis que j'ai reçu et on a regardé ensemble en off là à l'instant. Il y a déjà 2 ans Deux sur le ans. podcast. Ça passe extrêmement rapidement. Donc déjà, comment tu vas, gros? Eh ben, écoute, mon gros, ça va nickel. Tu vois, j'étais en train de me dire, je pensais que c'était il y a un an, finalement, gros, c'était il y a 2 ans. Ouais. T'imagines comme le temps passe vite. Ouais, mais ça, c'est une discussion de vieux un petit peu, tu Mais sais. vraiment, gros, tu sens que là, on a plus de 30 ans, parce que, genre, quand tu as 20 ans, tu dis pas ce genre de choses. Ouais. Plus tu vas vieillir, plus ça va aller vite, tu verras. Ouais, c'est ça. C'est le truc de vieux, ça, par Ah, mais excellence. c'est le truc, t'as plus de 30, seuls les plus de 30 ans peuvent comprendre. T'as quel âge là, Yanis, là? 30 ans, 30 ans pile, là, je vais sur mes 31 ans en septembre. Donc là, tu fais partie du club. Moi, j'ai eu. Vas-y, devine combien j'ai eu là. En fait, alors, je vais tricher un peu parce que j'ai écouté le dernier podcast Ah que tu as fait il n'y merde. a pas longtemps. Et du coup, dans le dernier podcast, il y en a qui disaient, mais toi, mais t'as 40 ans, Marco. Je disais, non, non, pas encore, les gars, abusez pas. Non, mais alors que tu as 38 ans, c'est quasi gros à 2 ans près. C'est Je sais ça. que tu as voulu noyer un petit peu le truc. Elle disait, non, j'ai pas 40 ans encore. Non, non, ouais, j'ai 38 et du coup, j'ai eu 38 là ce mois-ci. Ouais, 38, Ouais. putain. Ben là, du coup, t'es bientôt. Enfin, non, t'es déjà en master, là, du coup. Ouais, déjà, ouais. Ouais, c'est quoi, c'est 35 ans le master? Ouais, c'est 35 là. Ouais, donc dans 5 ans pour moi, en fait, ça va aller vite, hein. Ouais. Et Dans 5 ans. ouais, ça va arriver très très vite. Faut pas que tu te blesses. Faut que tu Ouais, kiffes, c'est ça. faut que tu kiffes toujours autant t'entraîner. Et puis voilà. Bah, ça va introduire sur une question que j'ai à te poser, que j'ai notée d'ailleurs, mais on y reviendra après dans le Ok. podcast. Ouais, pour recontextualiser un peu le truc, pour expliquer aux auditeurs. Donc nous, avec Yanis, on se connaît depuis 2023, donc ça fait 3 ans. Tu disais la première fois qu'on s'est vu, c'est, je crois, à la première édition des Dips Only, la toute Ouais, première. ouais. Moi, je me rappelle, j'étais avec mon meilleur pote et tout. J'avais déjà une petite équipe à cette époque-là. Et on m'avait parlé d'un mec qui s'appelait Trainer Lift. Ouais, Et je t'avais jamais vu et je savais même pas à quoi tu ressemblais. Et du coup, je crois que tu étais venu justement de l'étranger. j'étais venu te voir parce que, alors, à cette époque, j'étais un petit peu sur les réseaux, mais sans plus, tu vois. Enfin, j'étais surtout branché sur TikTok, pas trop sur Insta. Et toi, il me semble que tu n'étais pas encore sur TikTok à l'époque, ou peut-être Je que. Enfin, m'étais sur TikTok encore. ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Et j'étais vachement branché TikTok, pas trop Insta. Et en fait, je vois un mec, ce mec c'était toi en l'occurrence, avec un t-shirt Lift Trainer. Je me dis, mais attends, le Boog, il a le même nom, le même pseudo que moi, mais en inversé. Il y a Lift Trainer et Trainer Lift. Et du coup, c'est comme ça que je suis venu te voir. Je dis, putain, gros exceptionnel, on s'appelle quasiment pareil. Et c'était, ouais, c'était FNSL Jeeps Only en 2023. Ouais, donc ça passe vite. Et donc là, on discutait, nous, en off, quand même, on échange régulièrement. Et puis là, on s'est dit, let's go, on va faire un podcast. Même moi, ça me bottait vachement parce que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un podcast. En fait, cet été, à la rentrée, j'ai enregistré énormément de podcasts à l'avance. Et j'ai pas trop tourné là récemment ces derniers mois. Donc ça fait plaisir et c'est un exercice en plus que je kiffe pas mal. Mm. Donc là, Yanis, il a préparé 5 questions je les connais pas du tout. Je vais les découvrir en même temps que vous. Et puis, Yanis, je te poserai ensuite des questions également. Alors moi, Marco, déjà, on va démarrer le podcast. C'est une question qui va te mettre dans la sauce. Je précise que, comme Marco a dit, il n'est pas au courant des questions. La première question, c'est, est-ce que pour toi, bien évidemment, sans donner de nom,
dans la communauté du streetlifting, y a-t-il des mecs sous-produits? Euh, alors, le truc, c'est que c'est exactement ça. En fait, vu que aujourd'hui, en fait, j'ai un statut aussi de trésorier de la FNSL nationale, que je suis président de la FNSL Grand Ouest, on va dire tout ce que je vais dire, ça va être interprété et ça va être déformé. Donc, en fait, c'est vrai que le dopage, c'est toujours un sujet sensible. J'ai déjà fait un podcast là-dessus, j'en ai déjà parlé. On a fait une publication là-dessus récemment sur la FNSL. Donc là, je vais plutôt parler en tant que, vu que je suis sur le podcast Lift Talk, je parle en tant que Marco de Lift Trainer. Ouais. Voilà. Tu veux dissocier vraiment Ouais, la gestion que tu as au sein de la FNSL et la personne Marco. voilà. Donc là, on a vu, nous, en tant qu'adhérent de la FNSL, que la FNSL voulait justement avoir de la transparence là-dessus, faire les démarches nécessaires pour faire intervenir la FLD pour les contrôles antidopage. Donc il y a une volonté déjà derrière. Il y avait déjà une volonté sur la FNSL, enfin l'ancien bureau de la FNSL, qui était déjà dans cette dynamique. Et là, ça l'est également. Donc ça, déjà, c'est rassurant pour le sport. Le truc, moi, en tant que Marco, c'est que pour moi, ces contrôles antidopage, même s'il y a des contrôles inopinés, même s'il y a une certaine, comment dire, pas régularité, mais il y a plusieurs contrôles sur un même athlète, par exemple, etc., à différents moments. Pour moi, les contrôles, j'y crois moyen, dans le sens où je pense qu'il y a des molécules qui ne sont pas forcément détectables, en tout cas par les tests que eux vont faire, parce qu'il faudrait vraiment un éventail énorme de tests pour pouvoir, comment dire, choper les molécules et tout. Et on sait aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas détectables. On sait que, genre la GH, par exemple. En fait, il y a certains produits qui vont être cachés, entre guillemets, par des agents masquants. Et Voilà. ces mêmes agents masquants-là ne sont pas détectables. Voilà, c'est ça. Et il y a des produits comme la GH, l'hormone de croissance, qui, je crois, n'est pas détectable. Enfin, Ouais. Parce que en fait, la plupart des tests, alors de ce que j'ai retenu des contrôles inopinés, déjà c'est des tests urinaires, sauf que toutes les molécules ne sont pas perceptibles au test urinaire. C'est-à-dire que demain, tu peux t'enquiller de la GH et c'est absolument pas ce qu'on dit de faire. Au contraire, on est contre le dopage, Marco et moi. Mais simplement, il y a plein de produits qui peuvent sortir en étant totalement négatifs. ouais, Donc, voilà. c'est simple, tu fais un test antidopage, tu sors négatif alors que tu es blindé de GH. Voilà. Donc, en gros, pour moi, les tests antidopage, que ça soit dans n'importe quel sport, ça vaut ce que ça vaut, pour prendre cette expression. Donc, ça, déjà, pour moi, on va dire, c'est un peu un constat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un mec qui est chargé, tout le monde pense qu'il est chargé, par exemple. On lui fait des tests et c'est négatif. Alors que lui est chargé. Du coup, Exactement. comment on fait en fait? Moi, je vous pose la question. Comment on fait? Le problème, c'est que pour moi, en fait, tu seras niqué dans tous les sens du terme. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que le mec qui décide de faire une cure, il prend un contrôle antidopage. Le mec, il sort négatif. Tout le monde sait qu'il est chargé, mais il sort négatif. Le mec, il est là, il affiche, les gars, mes résultats sont là, je suis négatif. Pourquoi vous l'ouvrez? C'est ça. Donc, c'est un peu relou. Et du coup, pour moi, je pense que dans le streetlifting aujourd'hui, il y a très peu de gens qui se dopent, je pense. Ouais, je suis 100% d'accord. Je parle en France parce que je trouve que dans les autres pays, surtout les pays de l'Est, Je t'assure que j'ai vu un mec, quand j'ai fait Final Rep Allemagne l'an passé, j'ai vu un mec, il avait des triceps gros comme ma tête, il avait une shape, vraiment, le mec, il pouvait faire Olympia, tu vois, vraiment, il avait un physique de fou furieux, soi-disant naturel. Le mec, c'était un russe,
bon, je parlais un peu avec lui, super gentil, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Mais pays de l'Est, gros. Ouais. Quoique, en France, tu vois, si je devais donner un pourcentage, moi, je dirais que sur, allez, on va dire la plupart dans le street lifting, la communauté du street lifting, on les connaît globalement. Moi, j'ai peut-être un ou deux mecs en tête, mais pas plus. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment très très peu. Ouais, Et je pense qu'ils sont vraiment une minorité, hein. ouais, c'est vraiment une grosse minorité. Et ces gens-là, bah, ça se trouve, comme tu dis, ils sont super cool. Ça se trouve que c'est même des gens, on ne sait même pas à qui on parle. Après, le truc, c'est que ça engage leur responsabilité propre et genre leur éthique personnelle, en fait. Ouais, bien sûr. Euh, Est-ce que, en fait, toi, quand t'es chargé, bah, genre, ça te fait kiffer et genre, enfin, je veux dire, tu retires vraiment de la fierté, par exemple, je sais pas, d'arriver premier d'une compète alors que toi, tu le sais que t'es chargé, tu vois. Enfin, en gros, Moi, je pense que le fait de basculer du côté obscur, on va dire, pour moi, c'est un manque de confiance en tes capacités. Parce que Ouais, tu te dis, OK, ou alors c'est que tu as une autre vision. Et j'en discutais avec Théo dernièrement, tu vois. Donc, on parlait un petit peu des mecs chargés, tout ça. Peut-être que dans la tête du mec chargé, il va se dire, oui, mais attends, tout le monde est chargé, il n'y a pas que moi. Tu ouais, vois. ouais, Et, ouais. et peut-être que mentalement, le mec va se dire, oui, mais attends, si tout le monde est chargé, moi, je me mets combat aux mêmes armes, même pied d'égalité, vous êtes tous chargés, je suis chargé aussi. Sauf qu'on ne l'admettra pas, tu vois. Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a des mecs qui, comment dire, se racontent des histoires, en fait, hein, Ouais, et en fait, se convainc avec le temps d'une réalité qui n'est pas du tout la réalité, tu vois. exactement. Ou même, il y a aussi l'autre discours. Peut-être, ouais, moi, je me charge, mais voilà, je me charge un peu, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais on est je vite prends fait. des petits produits. Je prends des petits produits, c'est rien. Et en fait, il y a des mecs pour qui, en fait, du petit dopage, ça veut rien dire, hein, ce que je dis là, du petit dopage, c'est pas du dopage, en fait. C'est Mm. Oui, parce c'est que ça. moi, je prends vraiment peut-être une ou deux molécules, vraiment à toute petite dose, et limite, c'est une toute petite TRT ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, je me charge pas, quoi. Parce que ça, je sais que c'est des raisonnements de mecs du body, ça. Et Ça, c'est exactement ce que j'allais dire, gros. Tu vois, souvent, en fait, quand tu parles avec les mecs du body, moi, à l'époque, c'était en 2017-2018, tu vois, j'étais un peu branché body, tu vois, donc je m'intéressais un petit peu au body. Je parlais avec quelques potes qui étaient body. Et tu leur sortais une ou deux substances, les mecs, ils rigolaient. Tu sais, tu leur dis, mais tu prends de l'oxandrolone, tu prends de la Navarre. Le mec, il rigole. Il dit, ah, mais ça, c'est des substances de femmes, ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, nous, on prend des vraies substances. Ça, c'est même pas du dopage. Bah, si. Ça, tu prends de la Navarre, ça reste du dopage. Tu sors positif au test antidopage. Donc, ça reste du dopage. Mais dans le milieu du body, c'est vrai qu'il y a le truc en mode, tu sais, c'est un peu le concours de qui est la plus grosse, qui va prendre la plus grosse substance, tu vois. ouais. Et du coup, je pense que selon les produits que tu prends, certains peuvent se dire, un peu comme tu dis, tu vois, je te rejoins dessus. euh, oui, mais moi, je prends juste ça, c'est rien du tout. Bah voilà, c'est ça. Donc, Mm. je pense qu'en fait, après, je veux pas rentrer dans un truc, une analyse du profil psychologique de ces gens-là, mais c'est vrai que je pense que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ouais, clairement. Je pense que, enfin, c'est des gens qui, à un qui ont à un moment donné ont un complexe ou de toute façon, la musculation d'un point de vue général, enfin, ça part souvent de ça en vrai, hein. Mais bien évidemment, et moi le premier, hein. J'ai Donc, commencé la muscu en 2015. Pourquoi? Parce que je me trouvais trop maigre. Je ouais. me trouvais trop maigre. Je faisais 59 kilos, j'étais en moins de 60 kilos au judo. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais trop maigre. Et je me suis orienté sur de la musculation par un complexe, en fait. J'étais juste pas bien dans ma peau. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que c'est anecdotique. Je pense que par contre, dans d'autres pays, c'est peut-être beaucoup plus répandu. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, Parce que bah, d'ailleurs, enfin, les lois de leur pays, peut-être aussi, n'interdisent pas la Mm. vente, par exemple, de produits dopants, des trucs comme ça. Mais ouais, en France, je pense que c'est vraiment anecdotique. Et en fait, je pense il faut faire les trucs. Je pense que la FNSL, faut qu'elle aille au bout de ses démarches
pour faire intervenir la FLD et tout, mais c'est pas ça qui va changer. En fait, Ouais, je suis d'accord. c'est pas ça qui va changer la face du monde et du streetlifting en France. Je pense que c'est un plus, mais c'est pas ça qui va révéler des trucs de malades mentaux ou des trucs comme Ouais, ça. mais je suis totalement d'accord, mais c'est surtout, en fait, le coût que ça représente pour faire venir la FLD, ce que je crois. Alors, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais te dire, mais je crois que j'avais vu un coût du genre 3500 balles, tu vois, Ouais, pour un ouais, contrôle. c'est un budget, ouais. Donc, je me dis, putain, les 3500 balles pour contrôler un mec, tu Bah, de toute vois, ça façon, peut ce être. sera jamais un seul mec qui sera contrôlé. Ça va être, par exemple, là, comment dire, à Final Rep enfin, l'année dernière, du coup, c'était les premiers, les gens qui arrivaient premiers qui étaient contrôlés, il me semble. Et je crois qu'il y avait d'autres contrôles aussi avant. Je sais que Ludivine, par exemple, elle a été contrôlée. Donc voilà. Ils contrôlaient les champions. Et ils ont fait donc plusieurs tests sur plusieurs athlètes. Ouais, 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 Ok. ouais. Parce qu'il y a l'AFLD, il y a l'AFLD qui s'est déplacé sur place. Alors, je sais pas si c'était la FLD, je peux pas, la FLD, je peux pas l'affirmer, mais en tout cas, c'est un organisme de test, Ok. voilà. Parce que je crois qu'il y a des délégataires aussi Ouais, de la FLD. ouais. Donc, voilà. Ok, Marco. Alors, j'ai une deuxième question, maintenant qu'on a fini la première. Alors, c'est une question qui va nous concerner un petit peu tous les deux. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du métier de coaching en ligne, les avantages, les inconvénients? Et en fait, j'aimerais bien entendre ton point de vue, parce que j'ai le mien aussi, tu vois, mais forcément, on va avoir des petits points de vue différents. Mais je ne sais pas si tu es un petit peu dans la même remarque que moi, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression que les gens s'imaginent que le coaching en ligne, c'est génial. Le coaching en ligne, tu vas gagner 15 000 euros par mois. C'est exceptionnel. Tu peux travailler quand tu veux. Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis un petit peu sur les avantages, les inconvénients, enfin, ta position par rapport à ça. Ouais. Bah, du coup, moi, pour vous reparler de tout ça, du coup, ça fait 5 ans que je fais du coaching en ligne. Je suis passé aussi par du coaching en présentiel. Donc, vraiment, j'ai les deux visions. Avant ça, bah, j'ai fait d'autres travails qui n'avaient rien à voir avec le domaine du sport, des travails salariés. Donc, j'ai les deux visions par rapport à tout ça. Donc, moi, le travail de coach en ligne, je trouve que c'est un travail qui nécessite énormément d'investissement en termes d'énergie, de temps et même d'argent. Et que finalement, pour être rentable, il peut se passer du temps entre le démarrage de votre activité et le moment où vous allez fonctionner. Je trouve qu'il y a aussi une certaine forme de précarité, forcément, parce que vos revenus sont dépendants de choses sur des fois lesquelles vous n'avez pas vraiment d'emprise. Même si je pense que vous avez quand même pas mal d'emprise, en vrai. Je parle là du street lifting. Après, et pour moi aussi, il y a ce truc c'est vrai que je l'ai souvent entendu plein de fois, c'est que ça a l'air alléchant, le truc ouais, bah, j'ai une liberté géographique, temporelle, et même si je me démerde bien financière, alors, faut en vendre hein, des coachings pour avoir une liberté financière. On considère que c'est 10 000, hein, une liberté J'aurais même financière. dit plus. Ta liberté financière, 10 000, c'est le début de ta liberté financière, hein. J'aurais Ouais, dit, c'est. ouais, on est d'accord. Et, Ouais. donc voilà. Et sauf que la réalité, elle est un peu différente. Alors moi, je vais faire le lien aussi avec la formation qu'on a, Life Trainer Global, et maintenant l'accompagnement qu'on propose à l'issue de cette formation, ou même de manière indépendante, qui s'appelle Life Trainer Global Level Up, qui est vraiment un accompagnement justement pour lancer, mettre en place son activité et justement avoir des résultats. C'est vraiment un coaching. Alors oui, on entend beaucoup, il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant, des coachings de coach
Attends, Et parce que Marco, tu spoil une question que je vais te poser, mais bon, tu n'es pas encore au courant. bah, Mais je vais vas-y, alors, rebondir. je m'arrête là et on Arrête-toi là. reprendra. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est souvent des gens qui sont alléchés, on va dire, par les promesses, les fausses promesses peut-être de ce métier. Et en Mm. fait, qui, une fois confrontés aux réalités, déchantent en fait et en fait ne vont pas jusqu'au bout des choses et en fait se rendent compte que c'est vraiment très dur. Si c'était si facile que ça, j'ai envie de dire tout le monde le ferait. Bien Et sûr. moi, ce que je vois depuis des années, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent ou qui vont pas jusqu'au bout du truc. Et finalement, en fait, c'est vraiment une minorité qui réussissent. Et en fait, il y a toujours ce truc, et je pense que ça, c'est très humain, de se dire, ouais, mais lui, il a réussi, alors pourquoi moi, je ne réussirais pas? Ouais, bien sûr. Je suis pas plus Donc, con qu'un autre. S'il a réussi, je vais y arriver. voilà. Sauf qu'en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est pas aussi binaire. Et encore une fois, si c'était si facile, bah, en fait, tout le monde réussirait dans la vie, en vrai. Ouais, bien Donc, sûr. donc voilà, non, je pense que la réussite dans n'importe quel domaine, ça demande énormément de travail. Et je reprends l'énorme phrase de Daron, il n'y a que le travail qui paye, bah, c'est vrai de vrai. Quand Je suis les 100% parents nous d'accord. disaient ça plus jeunes, on rigolait. Ouais, 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 parle toujours, ouais, bien sûr. Et en fait, tu te rends compte que ouais, et ça, par contre, je trouve ça extrêmement beau, en fait, de se dire que si en fait tu te donnes les moyens, tu travailles vraiment comme un fou, je parle dans l'entrepreneuriat, eh bien, tu vas avoir des résultats, c'est sûr à 100%. mm. Alors moi, je suis d'accord avec toi, Marco. Moi, il y a des trucs que j'aimerais quand même ajouter parce que bon, je coach pas mal de coachs qui sont en formation, des mecs qui préparent des CQP, qui préparent des BPGEPS. J'en ai même pas mal qui sont en STAPS. J'en ai 3 ou 4 en STAPS. Et bref, bon, j'ai pas mal de gars en formation. Quand ils me demandent comment se positionner dans le coaching, je leur dis, écoute, si j'étais toi, je ne ferais pas du coaching en ligne. Si je suis honnête, je ne ferais pas du coaching en ligne parce qu'il y a quelque chose, il y a des choses que tu dois savoir. C'est que je pense que 90% des coachs sont comme moi. Je n'ai pas un jour dans la semaine où je n'ouvre pas WhatsApp. J'ai pas un jour dans la semaine où l'ordi n'est pas ouvert. J'ai pas un jour dans la semaine où je suis complètement déconnecté. C'est impossible. C'est-à-dire que là, on est en 2026. Je coach en ligne depuis 2021. 2021, c'était mes premiers coachings en ligne. Depuis 2021, j'ai pas eu un seul jour, un seul, et vraiment, je pèse mes mots, où je n'ai pas ouvert WhatsApp et je n'ai pas travaillé. J'ai pas pris un seul jour off. Alors oui, il y a des moments dans la journée où tu vas être un petit peu plus off, ce qui est normal, on est humain, on a besoin de s'y prendre du temps, tu vois. Mais je veux dire, ne serait-ce qu'un 24 heures ou 48 heures totalement off, impossible. C'est du 7 jours sur 7. Demain, tu veux t'accorder une petite semaine de vacances avec madame, avec les copains, avec la famille, etc. Sur ta semaine de vacances, prévois 3 heures dans ta journée tous les jours. Tu vas travailler. Donc en fait, c'est un petit peu un piège. L'avantage, moi, je dirais, c'est la liberté géographique parce qu'effectivement, on fait quelque chose où bon, on a besoin d'une connexion Internet, d'un téléphone, d'un ordinateur. Il faut quand même un point fort dans le milieu du coaching. La liberté géographique, c'est OK. Mais ta liberté en termes de temps à te dire, ouais, je vais pouvoir bosser quand je veux, c'est un mythe, ça. Ça, c'est un mythe parce que tu vas te retrouver. La preuve avec Marco, tu as fini à quelle heure de bosser dimanche soir, Marco? 1 heure du mat. Voilà. Alors qu'un dimanche, les gens normaux qui ne sont pas dedans, à 20 heures, ils sont devant la télé avec madame, avec les petits, et après, ils vont se coucher normalement. La réalité dans le coaching, c'est que le dimanche soir, tu vas te retrouver à faire les procs pour tous tes athlètes jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Mm. Donc, tu vois, pour moi, et en plus, si tu ramènes donc ton temps d'entraînement, parce que tes coachs, pour moi, tu as l'obligation de t'entraîner, tes coachs, tu ne t'entraînes pas, tu es une fraude. Je suis désolé de le dire, tu es une fraude. Donc, tu ramènes ton temps d'entraînement, ton temps de feedback, ton temps de programmation, ton temps de création de contenu. Tu passes combien d'heures par semaine à bosser, Marco, si on prend tout ça? Bon, alors là, je serais incapable de dire, j'ai jamais compté en fait. Ouais, parce Mais que j'ai bon, fait le test à compter entre les heures de feedback,
les heures de programmation, de montage, création de contenu et les heures d'entraînement. Tu penses que ça représente combien? Par semaine? Ouais, tout compris. Je pense que euh, attends, alors je pense à peut-être 50, un truc comme ça, non? Un peu plus que 50, un tout petit peu plus. Ok, Ouais, c'est du 54 heures par semaine. ok, ouais, Donc, en fait, quand tu ramènes le 54 heures par semaine, et encore, j'ai mis du temps pour essayer de trouver un bon rythme pour pouvoir travailler, mettre des moments off, etc. Mais au début, quand tu vas commencer, tu vas monter à 70, 80 heures par semaine. ouais, bah ouais, parce qu'en fait, t'es pas du tout efficace. C'est pas du tout efficace. Tu fais tout seul. Ouais, Au début, t'as pas le choix, t'as pas d'argent. Et, bien sûr, et du coup, c'est vraiment avec le temps que tu arrives à déléguer. Tu vois, nous, bien sûr. le truc qu'on délègue, c'est la création de contenu. Enfin, Moi, je peux pas, ça, je pourrais jamais le déléguer. J'adore ça. ah, bah, Ah, en fait, c'est genre le montage, le vidéo, le fait de créer du contenu, c'est devenu un truc que j'adore, tu vois. Déjà, je faisais ça sur TikTok depuis 2021. Et là, tu vois, cette année 2026, j'ai recommencé à bombarder à mort sur Insta. Mais la création de contenu, vraiment le fait de monter le réel, créer du contenu, j'adore ça. Vraiment, c'est un truc, ça, alors, je peux délaisser d'autres tâches, tu vois. Mais l'aspect création de contenu, je suis en train de développer une passion pour ça réellement. ah ouais. Ouais, ouais, vraiment, c'est un truc que je kiffe. Donc, en fait, quand tu kiffes, tu comptes pas, tu vois. C'est comme, je m'entraîne, je kiffe ça, j'ai pas envie de déléguer mon entraînement au même titre que ma création de contenu, tu vois. Mm. Bah, moi, en soi, enfin, si, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un truc que je le dis clairement, ça me fait chier Ouais, mais je euh, peux de, comprendre, hein. de faire du montage. Ouais, je Mais peux comprendre. en fait, surtout, le truc numéro un, au lieu enfin, qui passe avant le plaisir, c'est le temps. C'est Hum. que le temps que ça me prend je préfère le payer quelqu'un qui le fasse. Alors, Ouais, mais je comprends. quand je dis création de contenu, bien sûr, il y a les sessions de tournage Ouais, euh, et il y a toujours la réflexion en amont, les idées, ouais, bien sûr. scripter aussi certains contenus, etc. Donc ça prend un peu de temps. Mais en vrai, après, quand t'es organisé, moi, je sais que la création de contenu, mais ça me prend carrément moins de temps qu'avant. Parce qu'en fait, Franchement, filmer un réel, je le filme littéralement, je le filme d'une traite à la salle, ça me prend moins d'une minute 30. Le montage, il me prend 15 minutes maintenant. En tout compris, en 20 minutes, je t'ai pendu le truc. ouais. Donc ça, c'est Maxime Fitmax qui fait Qui ça gère ça? aussi. Enfin, Hum. non, non, lui, il monte aussi une grande partie des réels qu'on poste et qu'il poste lui. Et Ouais, après, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je fais tout monter maintenant. C'est très, très rare que je monte des trucs moi-même. Et, ouais, bah, ou sinon, le temps que ça me prend, je pense que oui, les retours, en fait, je t'ai dit que j'avais jamais compté. Mais en fait, les retours, déjà, rien que les retours techniques, les retours, les retours, c'est monstrueux. ça me prend allez, 3 heures au moins, ouais, 3 heures et demie par jour, un truc comme ça. Ouais, bah, ouais, je dois être. Déjà, je passe ouais, 1 heure et demie tous les matins. J'ai une deuxième vague de retour vers midi, 13 heures. Et le soir, après, parce que moi j'ai 6 heures de plus. Donc tu vois, des fois le soir, c'est 21h, 22, 23. Ouais. C'est là où tu vois, j'ai le début de retour. Ouais, je dois être à 4 heures de retour par jour. 4 heures facile. Et donc, il y a ça. Après, il y a la gestion d'autres trucs, en fait. Il y a parce que gérer une entreprise et tout, c'est du temps. Prévoir aussi beaucoup de choses parce qu'avec le temps, bah, on arrive à vraiment se projeter sur des semaines, des mois, même des années. Nous, je sais, on met quand même pas mal de process en place justement pour nous faciliter les trucs, pour nous améliorer un petit peu la fluidité par rapport à tout ce qu'on fait. Parce qu'au début, c'est un peu chaotique, hein. En gros, tu as une idée, tu la filmes, tu la montes, quoi. Alors que après, c'est un peu différent. On va dire, tu peux planifier déjà à l'avance les sujets que tu vas traiter, Ouais, c'est ça. Tu te comment fais ils un vont. calendrier éditorial, tu poses tous Voilà, tes édits de c'est ça. réel. Mais pareil, tu vas monter ton calendrier éditorial, ça va te prendre 3 heures. Ouais. Noter toutes tes idées. Donc, mine de rien, c'est quand même un.
un boulot qui prend du temps, mais tu vois, moi j'ai l'impression qu'avec les réseaux aujourd'hui, de plus en plus de coachs voient un petit peu le métier du coaching en ligne comme la planque. Tu vois, j'ai l'impression que les mecs se disent Bah, c'est bon, ça. ok, je vais travailler en ligne, je vais gagner 3 000 à 4 000 euros par mois, voilà, depuis mon En fait, ordinateur. tu sais, c'est quoi le processus de tout ça? Parce que moi, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Euh, En fait, c'est un mec, excusez-moi, je suis encore un peu malade. C'est un mec, en fait, ou une meuf, ils vont coacher des gens facilement dans leur entourage. Ouais, C'est-à-dire qu'ils vont commencer avec une base client où, genre, il va avoir, allez, 4, 5, 6 personnes de leur entourage. Et ces personnes-là, en vrai, ça a été facile de les convertir en clients, en coachés. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. C'est déjà d'une, il les connaissait personnellement. mm, On va dire la confiance, elle s'est créée plus rapidement. Et deuxièmement, l'erreur ultime, mais on l'a tous fait au début, c'est d'avoir des prix qui se sont brader. complètement dérisoires. Ouais, je suis d'accord. Donc en fait, on se dit, ah, mais c'est facile. J'ai chopé 5 clients en un mois. Je raconte une connerie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est sûr. Là, moi, j'ai compris comment ça fonctionnait. Je vais me mettre sur les réseaux. Ça va péter. C'est sûr Oui, que là, j'ai déjà pris 5 personnes là facilement. Et en fait, je te jure, Yanis, ça se passe tout le temps comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les CQP, ça fonctionne de ouf. Parce que, en fait, les mecs, ils se disent ça. Et à un moment donné, forcément, ils se disent, allez, pour me mettre en règle, je vais avoir la carte pro, je vais passer mon CQP. Et quand j'aurai mon CQP, ça me donnera encore plus de crédibilité et tout. Faux. Les gens, en fait, aujourd'hui, en 2026, ils s'en battent les couilles que vous ayez un CQP. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le passer. c'est ce que j'allais dire. En fait, ça ne vous donne rien en plus. Aujourd'hui, il y a des gens, même des fois, j'ai discuté avec des gens qui se faisaient coacher par des mecs, ils savaient même pas qu'ils n'étaient pas coach. Ouais, Enfin, bah, qu'ils j'ai n'avaient pas déjà de entendu ça diplôme. plusieurs fois, hein. Mm. Et donc, c'est pour vous dire à quel point les gens, en fait, s'en foutent et font même pas l'effort de recherche. En fait, typiquement, ça se passe comment? Il y a un client potentiel, il voit une vidéo passer sur Insta ou sur YouTube ou un truc comme ça. Il se dit, ah, j'aime bien la personnalité du mec, j'aime bien comment C'est il parle. c'est exactement ça. Je lui fais confiance. Allez, go, je vais le contacter pour un coaching. C'est C'est comme ça que ça exactement se passe. ça. En Mm. fait, c'est un peu comme la politique. En gros, il faut avoir une bonne élocution. Si tu Faut sais bien parler, tu sais te vendre, tu auras du monde. et ben en fait, c'est comme ça que tu convaincs les gens. Et des fois, tu grattes un petit peu cette première couche et tu vois des fois que c'est le néant derrière, hein, qu'il n'y a rien. Sur, Donc, Marco, moi j'ai une question par rapport à ça. Sur l'ensemble des athlètes que tu as eu, combien t'ont posé la question si tu étais diplômé? Moi je peux répondre, hein. J'ai eu zéro. Ok, j'en ai zéro. eu deux. J'en ai eu deux. J'ai zéro personne. J'ai eu Zéro. deux personnes. Alors, et les deux, ils sont contextualisables. C'est deux qui sont en formation pour être coach, tu vois. Donc, ils m'ont demandé un petit peu quel parcours j'avais fait pour un petit peu prendre exemple, tu vois. Ils m'ont dit, mais t'es passé par STAPS, ça fait un BP, machin, etc. Donc, je leur ai expliqué un petit peu. Mais c'est même pas pour savoir si j'étais coach, tu vois. C'était vraiment, mais t'as fait quoi comme diplôme pour que je puisse faire pareil, tu vois, pour avoir un petit peu un Ouais. mentor, tu vois. Mais à ce jour, je pourrais me prononcer coach sans avoir de diplôme. Ah bah oui, Sans avoir de- et honnêtement, les gens ne s'intéressent même plus à ça. non. Maintenant, c'est qu'ils aiment bien ta façon de parler, ils aiment bien ta façon de coacher. Ils disent, bon, bah, ok, ce mec, il parle bien. Et je rebondis vraiment sur ce que tu as dit juste avant. C'est la réalité. À voir, bah, ce mec, il s'exprime bien. J'aime bien faire. Il a l'air bien, machin. Ok, je vais avec lui. Et c'est comme ça que ça marche. Bah bien sûr. Mais la réalité, c'est que, pourquoi je te dis ça? Parce que hier, tu vois, j'ai un athlète qui m'a dit, bah écoute, là, je vais lancer, il vient d'avoir son CQP. Il me dit, je vais lancer un petit peu. D'ailleurs, Sofiane, si tu vois ce podcast, c'est pour toi que je dis ça. Euh, il me dit, je vais lancer un petit peu le coaching en ligne. Je dis, mais ok, super et tout, mais tu vas faire comment? Il me dit, bah là, je vais commencer à faire de la pub sur Insta. Alors déjà, gros, il faut savoir que si tu commences ta pub maintenant sur Insta, tu auras tes répercussions 3 4 mois plus tard.
Il me dit, ah ouais, tant que ça? Et je dis, bah, globalement, ça va être ça. J'ai le problème, c'est que là, ton Insta, t'es personne. Tu vois, tu vas avoir 50, 100 abonnés, tu n'as pas grand monde, ça va être très dur de convertir, tu vois. Donc, en fait, si tu commences tes démarches de prospection maintenant, tes résultats, tu les auras au bout de 3 mois. Et 3 mois, je suis gentil, hein, en partant de zéro, je suis très gentil. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un engouement autour du métier de coach en ligne. Les gens pensent qu'ils vont faire des millions. Euh, Moi, je préfère le dire tout de suite. Les gars, si vous espérez gagner 15 000 euros, 20 000 euros par mois en faisant du coaching en ligne, oubliez, il y a très peu de chances que ça arrive. Ouais. Je ne sais pas Bah, si tu seras d'accord avec moi, Marco, mais en fait, pour moi, moi, je cherche. je pense que dans la niche du street lifting et des sports de force, si vous faites que du coaching, c'est mort, Ouais, complètement. Et après, il y a d'autres niches où pour moi, c'est faisable. Mais pareil, ça demandera des prérequis. Ça demandera des prérequis. ouais, Et je pense que faudra. Et c'est ce que tu dis en fait, et c'est hyper intéressant. Et on ne s'est pas concerté avant le podcast. Et en fait, on constate des trucs, nous deux de manière dissociée, mais qui sont exactement les mêmes choses. C'est des gens en fait qui veulent aller plus vite que la musique. Et tu l'as dit, en fait, t'es personne. Et moi, c'est ce que justement j'inculque avec la formation du traîneur global, c'est que le socle en fait de tout ça, c'est la création de contenu et ouais, le fait de créer d'abord du contenu. exactement. Et en fait, une fois que tu as créé, que tu as fait t'as eu aussi des interactions avec des gens, etc., etc., et que tu as fait ça suffisamment longtemps, et ben là, tu vas pouvoir mettre en place des leviers, comme tu disais, les pubs ou les autres trucs, et encore que nous, dans notre niche, c'est pas forcément un truc qui fonctionne de ouf. Donc voilà. Mais en fait, voilà, les gens, ils arrivent et en fait, ils veulent aller plus vite que la musique, alors que ça se passe pas comme ça. Et puis les gens, tu n'acquiers pas comment dire, Leur bon, confiance. leur confiance, voilà, je trouvais pas le mot, leur confiance comme ça. Des fois, il y a des gens, ils t'écoutent depuis 3 ans et c'est que au bout de 3 ans qu'ils vont te contacter. Parce Ouais, que je suis 100% d'accord. peut-être qu'il y a 2 ans, ils n'étaient pas dans une bonne configuration, ils n'avaient peut-être pas les ressources pour, Mm. machin, et là, ils sont dans des bonnes conditions et ils vont te contacter. Et moi, ça m'arrive souvent. Et d'ailleurs, par rapport aussi à ce podcast-là, ah bah j'écoute le podcast depuis 2, 3 ans, machin, je suis déjà bien ce que tu fais, etc. Et en fait, le mec, il me contacte que 3 ans après. Ouais, Donc, c'est ça. en fait, je pense que ça aussi, c'est. Alors, bon, c'est un autre truc, mais je pense que ça, c'est aussi très puissant. Le fait d'être là depuis longtemps, de faire des trucs depuis longtemps, bah forcément, ça inspire confiance. Ça montre aussi que tu as une stabilité, que voilà, t'es vraiment dans ton domaine et Pour voilà. moi, tu vois, je dirais que c'est le facteur numéro un, la longévité. Ouais. En tant que coach et même le fait d'être présent, d'apporter du contenu aux gens, tu vois, apporter du contenu, apporter de la plus-value, tu vois, apporter réellement des informations, du concret. Je pense que ça, pour moi, c'est la clé si vous voulez pouvoir vivre un jour du coaching en ligne, apporter du contenu aux gens. Parce que les gens, le divertissement sur les réseaux, on l'a. Alors, il en faut, bien évidemment, parce que tout le monde a envie de se divertir aussi un petit peu, mais apporter de la plus-value et surtout, ayez la vision, je ne dis pas forcément long terme, juste moyen terme, la vision N+1, N+2, voire N+3. Et ben oui, il y a certaines personnes qui mettent. Alors, effectivement, il y en a certains qui vont réussir à pouvoir en vivre au bout de 6 mois. Mais il y en a d'autres pour qui ça va mettre 2 ans, 3 ans. Et Mm. ça arrive dans plein de cas de figure, ça. Ouais, totalement d'accord. Donc pour moi, ouais, en fait, je vois surtout une émergence de nouveaux coachs. Et c'est une bonne chose, au contraire, tu vois, des mecs qui, qui se lancent en ligne, qui font du coaching en ligne. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais n'espérez pas du jour au lendemain gagner 10, 15 000 euros par mois parce que avec uniquement le coaching en ligne, il y a très peu de chances que ça arrive, vraiment. Mm. Je suis d'accord. Donc, bon, Marco, on va poursuivre sur la troisième question. Justement, en lien avec l'argent aussi. Est-ce que pour toi, un jour, certains athlètes pourront vivre uniquement du street lifting? Mais attention, quand je dis uniquement, c'est-à-dire que ce soit des athlètes qui ne sont pas coachs, qui n'ont, voilà, on va dire street lifting uniquement,
cash price et sponsor. Honnêtement, je pense jamais. Ouais, on est d'accord. Frère, on est d'accord. Vraiment, on est d'accord. Jamais. Pour moi, le street lifting, c'est un sport où tu vas dépenser plus d'argent que ce que tu vas en gagner. Ouais. Vraiment. Tu prends ton coach. J'avais fait une petite analyse. Tu prends ton coach, tu prends ta salle, tu prends tes compléments, potentiellement jet, prépa mentale, etc. Tous les trucs à côté. Tu as plus d'argent à perdre dedans qu'à en gagner. Ouais, carrément. Donc, honnêtement, mais on est. C'est simple, c'est quand tu vois d'autres sports qui sont là depuis bien plus longtemps, des sports, on va dire, d'État. Je Ouais, pense par exemple à l'athlétisme ou d'autres trucs comme bien ça. sûr. Bah, les mecs, ils gagnent rien, hein. Enfin, ils gagnent rien, hein. Enfin, tous les mecs, quasiment, ils font d'autres. En fait, ils ont des tafs, en fait, à Bien côté sûr. de leur vie d'athlète. Et en fait, ça, c'est complètement utopique de penser que vous allez gagner du fric en étant athlète en street lifting, quoi. Parce que tu vois, souvent, je vois des. Bon, c'est plus sur TikTok, un peu moins sur Instagram, parce que sur Instagram, la communauté du street lifting, elle est un petit peu plus éduquée. Mais sur TikTok, par exemple, les gens, enfin, il y en a plein qui ne connaissent pas le street lifting. Hein, c'est pas 100% des gens qui connaissent ce sport. Hein. Mais souvent, les gens, quand tu fais une compétition, machin, mais tu as gagné combien du coup qu'est-ce que ça t'a rapporté Il dit, mais putain, vous n'avez pas un cachet, vous n'avez pas un cash price les gars, on fait une compète, on a une médaille. Hein. Ouais, si on est content, ils vont nous offrir une paire de chaussettes et un petit cadre Fanal Rep, un petit certificat, mais c'est tout. Quoi. Et Ouais. le problème étant, c'est que même dans des sports qui sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus avancés, je vais prendre l'exemple du judo, parce que j'en ai fait un certain nombre d'années et je suis bien placé pour en parler. Il y avait des mecs qui étaient sportifs de haut niveau, qui étaient en équipe de France et qui ne vivaient pas du judo à 100%. Et Hmm. pourtant, le judo, les sponsors sont là, l'argent sont là, la Fédé met des moyens à disposition. Tu peux avoir ton affiliation sportive de haut niveau. Et malgré ça, des mecs en équipe de France, ils se retrouvaient à travailler à la SNCF. Hein. Donc en Ouais. fait, pour moi, le street lifting, c'est un sport qui ne sera jamais professionnel. Même si on prend le sport qui s'en rapproche un petit peu, mais qui est un petit peu plus avancé, tu prends l'exemple du power. La plupart des mecs en équipe de France, ils ont quoi? Ils ont une petite subvention de l'État en tant que sportif de haut niveau, peut-être un sponsor par-ci par-là, mais la plupart, ils ont tous un boulot à côté. Alors, soit ils sont coachs, mais soit les mecs, ils ont tous un boulot à côté. Ils ne peuvent pas Ouais. vivre de ça à 100%. Et pourtant, tu prends le nombre de licenciés en powerlifting, il est bien plus impressionnant que le nôtre. Bah ouais, carrément. Donc, Ouais. ouais, pour moi, le street lifting, on est 100% d'accord dessus. Hmm. Alors, l'autre question, Marco. Et là, du coup, je rebondis un petit peu sur toi et ta pratique. Pour toi, est-ce que le street lifting, c'est un sport viable sur du long terme? Admettons, sur 10 ans de pratique de street lifting. Est-ce que pour toi, le corps, le mental, est-ce que tout ça peut suivre? Moi, je dirais vraiment ça dépend. Et pour moi, ça dépend de deux facteurs. Ça dépend de le premier, pour moi, que je mets en première position, ça va être le fait de faire les choses correctement. C'est quoi faire les choses correctement? C'est par exemple des trucs tout cons du quotidien, mais prendre son temps pour l'échauffement, consacrer suffisamment de temps et d'énergie et l'avoir aussi articulé de manière intelligente et efficiente pour son cas personnel. Parce que je connais des athlètes de haut niveau qui bah, s'échauffent comme des merdes, hein. Je vais dire le terme. Où enfin, l'échauffement est quasi inexistant, par exemple. Et Moi, après, moi et- le premier. Mais c'est vrai, je m'en cache pas. Hein. attends, vas-y, je m'échauffe. Ah, t'es gentil. Marco, t'es gentil. Mon échauffement, je fais mon muscle up juste après. Mon échauffement, il démarre directement sur un muscle up au poids du corps. Ok. Je suis super sérieux. Je fais comme ça depuis. Alors, je crois que je m'échauffais au début quand j'ai commencé en 2019-2020, quand j'ai commencé un peu le power, le street. C'est absolument pas un exemple à suivre, les gars. Ne faites pas ça, vous allez juste vous foudroyer. Mais disons que je me permets de le faire, je suis en connaissance de cause. Si je me fais mal, je peux en prendre qu'à moi. C'est con. Mais moi, le premier, les gars, mon échauffement, il est chaotique. Mon échauffement est catastrophique. Et pourtant,
C'est paradoxal, hein, parce que j'ai une vidéo échauffement pour mes athlètes, elle fait 7 minutes. Hein. Voilà. Et je leur envoie, et quand ils me disent ouais, je me suis mal échauffé, mais t'es con ou quoi? Échauffe-toi. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais, les cordonniers sont les plus mal chaussés des fois. exactement, exactement. Et en fait, je pense que donc il y a ça. Pour vous donner un exemple et pour vous partager aussi mon ressenti personnel, c'est que par exemple sur le squat, c'est vraiment la séance où je vais prendre le plus de temps pour m'échauffer. Avant que j'atteigne ma charge de travail, euh, si je suis sur une fin de bloc, il peut se passer 1 heure, hein, du moment où je suis rentré dans la salle et du moment où je prends ma première barre. Donc, Ouais. et si je fais pas ça, c'est Yes. sûr à 200% déjà que je vais avoir des douleurs après. Et en plus de ça, je vais avoir un mauvais ressenti. Donc aussi, je ne vais pas pouvoir exploiter, on va dire, ma force. Je ne vais pas pouvoir la, comment dire, Avoir ton plein potentiel de force, en fait, tout oui, simplement. voilà. Et donc, je suis obligé, on va dire, vraiment de le faire. Pareil, des fois, en fait, j'ai eu des petits rappels à l'ordre où j'ai cuté un petit peu l'échauffement et tout. Et par exemple, je me suis un petit peu blessé il y a quelques mois de ça sur les coudes en faisant des muscle-up parce que je m'étais mal échauffé, etc. Et direct, enfin, voilà, je paye cash en fait quand je m'échauffe mal. Et après, donc ça, c'est un truc, mais il y a aussi bah, forcément tout ce que vous avez autour. Pour moi, je trouve le truc le plus important au niveau de la récup, les deux piliers, ça va être l'alimentation et le sommeil. Si ça, déjà, c'est bancal, ça aussi, je parle vraiment d'un point de vue longévité, mais Je aussi au suis niveau 100% d'accord. de performance. Enfin, En fait, pour moi, ça, il y c'est a- un point sur lequel j'insiste avec tellement d'athlètes. Je dis, les gars, en fait, vous sous-cotez énormément l'entraînement invisible. Je dis, je vais prendre mon cas, je vais pas aller plus loin que mon cas. Ça va être simple, je vais même pas prendre le cas de certains athlètes. Je dors 6 heures, je bois 1 litre. Tu peux être sûr qu'à la séance qui va suivre, ouais, je vais prendre 2 RPE sur l'exo en question. Tu peux ouais, être sûr et certain. Par contre, à contrario, je vais dormir 8 heures, je vais boire 2,5 litres, 3 litres d'eau, je vais avoir mon apport calorique conséquent. C'est sûr que mon RPE 8 il se transforme en RPE 6. ouais, Ah, mais on pourra le couper, ça, et faire un réel avec ce que je viens de dire. ouais, ouais, bah, de Euh, toute façon, ça non, mais sera. en plus, c'est une réalité. Parce que les gens ne sont pas conscients de ça, et encore plus quand tu prends de l'âge, tu vois. Ouais, Là, moi, tu vois, bon, je suis pas vieux, c'est pas pour faire le daron, mais je vois qu'à 30 ans, je récupère moins bien qu'avant. Tu vois, j'ai beaucoup plus de douleurs aussi. Tu vois, je sors d'une séance muscle-up, les douleurs que j'ai ici, là, elles durent 2 jours. Tu ouais, vois. Donc, en fait, je sens que je récupère moins bien, mine de rien, putain, j'avais 20 ans, j'étais en première année de STAPS. Putain, je tapais une séance haltéro le midi, une séance muscu le soir, un entraînement de judo. Je tapais 3 entraînements dans la journée, j'avais pas de problème. Et je dormais 6 heures. Là, si je fais ça, putain, mais je m'envoie contre un mur, je me blesse. C'est une ouais. évidence. Et bah, donc, ouais, le sommeil, alors je sais plus si j'en ai parlé justement dans un podcast. Je vais te partager aussi à toi, Yanis, là, mon retour d'expérience, parce qu'en plus, Ouais, j'ai les données de ma nuit là, ça c'est devant. bien, ça c'est incroyable. Hein. Donc, Les gars, prenez exemple sur Marco là-dessus. Hein, je vous jure, le sommeil, vraiment, les gars, c'est un truc qu'il ne faut pas sous-coter. non. Vous passez de 6 heures à 8 heures de sommeil, ça n'a rien à voir, vraiment. Et en fait, donc, c'est clair que c'est hyper déterminant. Ouais. Et là, j'ai fait l'acquisition récente d'une Oura Ring. Donc, c'est une bague, c'est cette bague-là, là. Qui en fait va détecter pas mal de choses. Moi, j'aime pas dormir avec une montre parce que j'ai aussi une Apple Watch, mais j'aime pas du tout dormir avec une montre. C'est uniquement pour ça que j'ai pris ça. Et en fait, justement, ça va faire des graphiques, ça va faire des trucs, ça va vous donner un score aussi par nuit. Alors, j'ai pas du tout de code promo, c'est pas un truc sponsorisé, je gagne rien là-dessus. Je sais qu'il y a une marque concurrente aussi qui fait ça. Et pourquoi j'ai pris ça, c'est pas uniquement pour moi faire des graphiques et tout en mode un peu geekos, j'aime bien traquer mes trucs, machin. Mais en fait, c'était vraiment plus pour m'obliger à justement prendre plus soin de mon sommeil
Parce que là, justement, en fait, avec le taf que j'ai, en fait, il se passe un truc souvent, c'est que le dimanche, je finis tard de bosser et après, ça me décale dans la semaine. J'arrive pas à me coucher tôt, par exemple, le lundi soir, parce que je me suis couché tard le dimanche. Et en fait, j'ai pris un petit peu des mauvaises habitudes au niveau des heures de coucher, etc., etc. Et je trouvais ça intéressant pour un petit peu m'obliger à me recadrer dans un truc et aussi justement à traquer. Et là, donc, je vous partage en direct. Alors attendez. Donc Mais ça, je trouve ça exceptionnel. là, cette nuit, j'ai eu comment dire, un score de 92, donc optimal, avec un sommeil total de 8h44. Magnifique. Efficacité à 91%, repos optimal, sommeil paradoxal 2h14, sommeil profond 2h17. Ça vous met la latence, je ne sais pas ça à quoi ça correspond exactement. Et le rythme, c'est les heures de coucher. Donc après, ça vous prend justement votre fréquence cardiaque, les heures aussi où vous êtes réveillé et ça vous calcule aussi votre déficit de sommeil, votre dette de sommeil. Donc tout ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Super intéressant. Et puis, tu sais d'avance que là, tu vas t'entraîner aujourd'hui. Ouais. Tu sais d'avance que tu vas passer Ouais, une bonne séance. exactement. Tu sais d'avance. Parce que autant la nuit dernière, j'avais pas bien dormi et j'avais eu un score d'ailleurs qui était pas ouf, à genre 68, un truc comme Ça ça. s'est ressenti sur ta séance? Je me suis pas entraîné justement hier. Ouais, voilà. Alors Et là, qu'aujourd'hui, tu vas arriver, tu as dormi 8h44. Je sais d'avance que, je sais pas, tu as quelle semaine de bloc, mais, euh, là, mais je sais même plus, je crois que je suis à la deuxième. Ouais, je suis à la ouais, deuxième. donc, et en fait, ça va être une semaine 2 qui va sortir comme une semaine 1, quoi. Avec le Ouais. sommeil que tu as. Et justement, alors, vous voyez, quand vous avancez dans l'âge, Hum, euh, bah, logiquement, quand ça fait quand même un certain nombre d'années que vous entraînez, vous avez optimisé votre entraînement. Même s'il y aura des petites modifs à apporter avec le temps et tout. Mais bon, ça, c'est bouqué, on n'y touche plus. Après, au niveau de l'alimentation, souvent, bah, voilà, au bout de quelques années aussi, on trouve les bons compromis. On connaît les types d'aliments et tout qui nous conviennent. On sait ce qu'il nous faut. Ça aussi, c'est verrouillé, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? En gros, il nous reste deux trucs. Il nous reste le sommeil et le stress. Et en fait, moi, je trouve qu'avec l'âge, et ben en fait, c'est vraiment ces deux choses sur lesquelles il va falloir vraiment avoir de l'emprise et améliorer pour justement espérer continuer à progresser ou au moins je suis d'accord. stabiliser si vous avez atteint vraiment un super niveau. Et en fait, c'est le plus dur. Hum, Globalement, c'est le plus dur. Euh, Parce que bah, la vie, c'est pas une courbe linéaire comme ça. Il va se passer des trucs. Il y a des jours où vous allez peut-être moins bien dormir, vous allez être stressé, etc. Et en fait, c'est ça qui est passionnant dans la science de l'entraînement, c'est que genre en fait on optimise des trucs et à la fin en fait on en vient à optimiser des trucs peut-être un peu futiles ou en tout cas sur lesquels on n'a pas clairement. prêté à... Mais en fait, tu sais que moi, je me rends compte de ce que tu dis pour l'avoir vécu moi-même avec le temps. C'est-à-dire que il y a 3 ans en arrière, tu me disais bien dormir, ma réponse aurait été bas les couilles. Tu vois? Non, mais honnêtement, tu vois, j'aurais bas les couilles. Ouais, mais tu bois beaucoup, ouais, bah, bas les couilles. Tu vois? En fait, j'aurais eu le mot bas les couilles dans tous les sens. En vieillissant, tu vois, l'approche que j'ai aujourd'hui à 30 ans et l'approche que j'avais à 27 ans, c'est absolument pas la même. C'est-à-dire qu'avant même, ma gamberge, c'était euh, bas les couilles si je mange un tacos tous les jours, j'aurais toujours les abdos apparents. Tu vois? Maintenant, ma gamberge, c'est ouais, mais si je mange tacos tous les jours, oui, j'aurai toujours les abdos apparents. Mais déjà, de un, ma séance, elle va être catastrophique. Et de deux, il ne faudra pas que je me plaigne d'avoir des inflammations de partout. Ouais, Épaules, coudes, poignets, tu vois. Et pourtant, il y a quelques années en arrière, je t'aurais répondu, bah les couilles, j'ai toujours les abdos. Tu vois. Mais en fait, en vieillissant, bon, après, j'ai la chance d'avoir madame qui est spécialisée dedans. Tu vois, donc voilà, tout ce qui est récupération, alimentation, nutrition, tu vois, elle est spécialisée dedans. Donc, tu vois, j'ai un petit peu mon suivi à la maison en temps réel. Mais il m'a quand même fallu du temps pour le comprendre. Tu vois, même l'importance du sommeil. J'ai mis du temps à le comprendre et il a fallu que je me brûle, que je fasse des erreurs moi-même pour pouvoir le comprendre. Il fallait que j'aille faire des séances avec 6 heures de sommeil
pour comprendre qu'en week 2, tu arrives RPE 10, il y a peut-être un problème, tu vois. Alors qu'en théorie, c'est une séance qui devait passer RPE 7. Mais quand tu décides de faire les choses correctement, après, effectivement, si tu attends que tous les astres soient alignés pour, euh, pour vraiment avoir ton sommeil, ton hydratation, ton alimentation, ton niveau de stress au plus bas, il y a peu de chances que ça t'arrive. Mais au moins, essayer d'optimiser tout ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, le plus dur, c'est pas d'aller à la salle et de faire ta séance. Le plus dur, c'est l'entraînement invisible. De maintenir tes macros, maintenir ton sommeil, maintenir ton hydratation et faire en sorte d'avoir le niveau de stress le plus bas. Et pour moi, ça, c'est le plus dur. Et pour moi, c'est vraiment la clé. Si vous voulez tenir, comme Marco va pouvoir vous entraîner à 38 balais, pour moi, ça commence dès maintenant, en fait. C'est quand tu as 20, 22, 25 ans qu'il faut commencer ça pour pouvoir tenir sur du long terme. Et il y a aussi un deuxième truc qu'on n'a pas évoqué, c'est justement la génétique. Et effectivement, Ouais, il y a des gens qui sont plus sensibles aux blessures que d'autres. clairement. Et ça, par contre, on ne pourra rien y faire. Mais Non. moi, ce que j'ai aussi beaucoup vu, et surtout vu, c'est des gens qui, par exemple, se blessent et qui ne font pas le nécessaire. Marco, je Aujourd'hui, suis tellement d'accord. J'espère que j'ai un athlète VN, j'espère que tu verras ce passage-là parce que c'est vraiment pour toi ce passage. Il me dit sa récup, elle est exécrable. Il se couche à 4 heures du matin, il se lèvera à 7 heures. Je dis, gros, tu as 3 heures de sommeil. Qu'est-ce que tu fous? Tu vois? VN, écoute ce que va dire Marco maintenant. et du coup, en fait, faut pas s'étonner s'il n'y a pas d'amélioration ou même il y a des dégradations. Si en fait, vous ne faites pas ce qu'il faut, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un écosystème dans le street lifting français ou même international où il y a quand même des gens compétents, même dans la kiné et tout, qui vont vous faire des bons protocoles de réhab, qui vont vous analyser, faire des bilans avec vous et tout. Et franchement, investissez là-dedans. Moi, en fait, pourquoi j'arrive encore à m'entraîner à 38 ans, c'est que en fait, dès que j'ai un truc, en fait, je le traite direct. Tout de En suite. fait, j'attends pas que ça s'envenime. Hum, Alors, je suis pas non plus un psychopathe où dès que je sens un petit truc, je vais baliser ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Mais c'est vrai que par exemple, quand j'ai eu ces douleurs au coude là, après la séance, je crois 2 jours après, j'ai contacté Jabir, notre kiné, et je lui ai dit bah mec, va falloir que tu me prennes en consulte parce que là, je me suis vraiment niqué. hum. Et donc, il m'a donné un truc et tout. Et pour vous dire, en 2 séances, j'avais plus de douleur. En 2 séances de réhab. Euh, pour- C'est Pourtant, très souvent ça, hein. J'ai eu euh, les lombaires défoncés au mois de décembre parce que je faisais le con, tu vois. Je montais un petit peu en gros sur des charges lourdes. J'ai une hypersensibilité au niveau lombaire, ce qui fait que je suis assez sensible au lumbago. Déjà, quand je faisais du power à l'époque, j'en avais très souvent. Donc, j'ai fait un peu le con, mais en 6 séances de réhab, en une semaine et demie, j'avais plus rien. ouais, bah voilà. Il faut juste traiter directement. Donc ouais, les gars, franchement, prenez soin de votre santé. C'est même, même si vous faites pas de sport, prenez soin de votre santé parce que après, vous allez être dans la merde, quoi. Ah ouais, bah, Vous c'est allez ça, vous auto-saboter, en fait. Et c'est ça. après, vous ne pourrez plus vous entraîner. Et moi, j'ai connu des gens qui étaient très doués, qui ont progressé très vite, mais qui se sont blessés aussi très vite. Et en fait, ils ont abandonné très vite parce que ils avaient peut-être pas la motivation ou je sais pas l'envie de régler les soucis et tout. Et en fait, ils sont restés blessés pendant longtemps et puis après, ça leur a cassé la Ouais, tête et en ça fait, ils flingue le moral après, bien ont sûr. arrêté. Voilà. Bien sûr. Après, moi, je pense que, d'une manière générale, enfin, le street lifting, c'est un petit peu comme dans tous les sports, hein. Il y a des sports qui sont beaucoup plus impactants que le street lifting. Bon, je reviens sur mon sport, mais parce que je l'ai pratiqué pendant des années et j'ai suffisamment de recul dessus et de légitimité pour pouvoir en parler. J'ai fait 20 ans de judo. Je voyais des mecs, ils avaient plus de 70 ans, ils étaient encore sur le tatami, tu vois. Et d'un niveau de difficulté de pratique, le judo, il est 1000 fois plus dur que le street lifting. Mais ça a des années-lumière. C'est même pas comparable. Donc en fait, pour moi, je me dis que si des mecs peuvent réussir à faire du judo à 70 ans plus, pourquoi nous, on ne pourrait pas faire du street lifting à 70 ans plus, tu vois? Ouais, À condition, encore une fois, de faire les choses correctement, tu vois. ouais.
Ah bon. Ok, Marco. Bon, eh ben, on va prendre la dernière question. Alors, est-ce que pour toi, il y a des prérequis pour prétendre à être coach en street lifting ou proposer des formations d'apprentissage? Exemple, tu vois, la formation que tu as sortie, Lift Trainer, euh, super formation, j'ai eu que des bons retours. D'ailleurs, il y a Paul qui l'a passé, tir au flanc. Ouais. Il m'a dit exceptionnel, gros, vraiment incroyable. Moi, j'ai mon avis dessus, tu vois, et je te l'ai dit même en privé, hein, sur Insta quand on a discuté. Pour moi, de ce que j'ai entendu de ta formation, elle est excellente. Maintenant, est-ce que pour toi, avant de proposer du coaching en street lifting, parlons vraiment street lifting et pas forcément coaching général, vraiment coaching en street lifting et formation en street lifting, est-ce que pour toi, il y a des prérequis à avoir? Donc, en gros, il y a deux questions dans ta question. La Ouais, première question, ça va être donc les prérequis en tant que coach en street lifting. Pour moi, forcément, il faut avoir suffisamment pratiqué en amont. Ça veut pas dire atteint un niveau élite ou quoi que ce soit, je suis mais 100% d'accord. peut-être s'être entraîné, je dirais même plusieurs années pour être coach en street lifting, pour déjà avoir une compréhension des choses, avoir testé suffisamment sur soi, etc., avoir expérimenté. Donc moi, pour moi, ça c'est le premier truc. Il y a aussi le fait justement de se former. Euh, pour moi, ça, c'est le deuxième prérequis. Je dirais que le troisième, ça serait être passionné de ce que vous faites, vraiment avoir une appétence pour ça et pas juste vouloir faire ça justement pour les raisons qu'on vous évoquait tout à l'heure sur la facilité, le côté sexy du coaching en ligne. Donc le faire aussi pour les bonnes raisons. Pour moi, cet ensemble de choses fait que vous serez légitime à être coach en street lifting. Donc Moi, tu demain, vois, je rebondirais sur le fait d'avoir fait de la compétition, d'avoir pratiqué le street lifting. Alors, évidemment, pour moi, le niveau, on s'en fout complètement. Tu peux être un excellent coach, faire un dips à 50 kilos. On s'en fout. Le niveau, pour moi, la dernière des choses que je regarde. Euh, pour moi, tu vois, il y a l'aspect compétition et il y a l'aspect temps de pratique. Et je vais apporter un peu de contexte et un peu de nuance à ça. Dans tous les sports, j'ai jamais vu quelqu'un devenir coach dans un sport en 2 ans de pratique. C'est-à-dire que demain, tu vas faire du foot. Je doute fort qu'en 2 ans, tu puisses coacher l'équipe senior du club où tu vas. Demain, tu fais du judo. Je doute très fort qu'en 2 ans, tu vas coacher le groupe adulte, le groupe senior où tu vas. Demain, tu fais du basket, ce sera pareil, etc. Pour moi, sur l'ensemble des sports, pour moi, il y a l'aspect longévité. Après, effectivement, le street lifting, c'est une discipline nouvelle. Mais pour moi, il y a quand même, faut associer à ça aussi le temps de pratique. Tu as commencé à faire tes premiers dips et premières tractions lestées en quelle année, Marco? 2013. Donc, ça fait grosso modo 13 ans. Ouais. Donc, en fait, pour moi, au-delà de. C'est pas en 6 mois de pratique de street lifting que tu pourras coacher. Moi, rajouterais vraiment l'aspect longévité, l'aspect temps de pratique, expérience. Et je dirais au minima, étant donné que c'est un sport récent, 2-3 ans minimum. Et en plus de ça, avoir bouffé de l'expérience en compétition parce que demain, tu es coach, tu n'as jamais fait de compétition, tu vas encadrer des athlètes en compétition. C'est simple, à ce jour, je ne connais pas un coach qui accompagne des athlètes en compétition qui n'a jamais fait de compétition. J'en connais pas un seul. Si moi j'en connais. T'en connais? Ouais. Bah, pour moi, c'est problématique, à mon sens. Parce que je ne vais pas forcément rentrer dans l'aspect stratégie de match et gestion de match, mais je vais plus rentrer sur l'aspect gestion émotionnelle, vraiment sur l'aspect gestion des émotions. Parce que avant de rentrer sur le plateau pour faire ton premier lift, avant de faire ton opener, tu as une petite boule au ventre. Cette boule au ventre-là, la gestion du stress, pour moi, si tu n'es pas passé par le plateau, tu ne peux pas forcément le comprendre. Et du coup, il y a Mm. des mots qui peuvent être rassurants que toi, en tant qu'athlète, tu aimerais entendre à ce moment-là. Du coup, ta position en tant que coach fait que tu pourrais les ressortir à ton athlète en ce moment-là. Donc, tu vois, moi, je dirais vraiment le temps de pratique et le passage en compétition. Ouais. Après, bien évidemment, on va pas faire une quinzaine de compétitions, on s'en fout, mais une, deux, trois, quatre compétitions, juste histoire d'avoir un petit peu les bases de compétition. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pour moi, c'est.
C'est la base. Après, bien évidemment, ouais, le temps d'expérience, comme on a dit. Qu'est-ce que tu penses du coaching en street lifting sans diplôme? Moi, en fait, j'ai un avis là-dessus, c'est que, et c'est ce que je dis toujours, c'est que, en fait, c'est OK si, par exemple, là, tout de suite, donc, tu as les prérequis dont on Ouais, a parlé, je suis d'accord. et en fait, tu coaches sans diplôme. Moi, je vais pas te jeter la pierre si tu as une démarche par la suite, on va dire, de te former. Je suis d'accord. En gros, c'est temporaire, c'est une situation qui est temporaire. Là, pour l'instant, voilà, tu n'as pas de diplôme et tout, mais tu veux en passer un. Et ben moi, je suis OK. Enfin, même si légalement, ça ne sera pas le cas. Mm. Mais pour moi, d'un point de vue éthique et moral, je trouve que c'est OK. Parce que Ouais, tu je suis assez as, d'accord. envie de te mettre à niveau, on va dire, et de faire les choses correctement. Par contre, si tu coaches, tu n'as pas de diplôme et que toi, tu n'as pas du tout envie de passer, quand je parle de diplôme, c'est même d'un point de vue général. Là, pour moi, il y a un problème. Ouais. Il y a un gros, gros problème. Alors moi, je suis assez d'accord. Après, je suis un peu plus mitigé, tu vois, parce que je connais certaines personnes qui coachent qui n'ont pas de diplôme, mais c'est pas pour autant que ça fait d'eux des personnes qui s'y connaissent pas dans leur milieu, tu vois. Pour parler concrètement, je connais deux, trois personnes qui coachent qui n'ont pas le diplôme, qui n'ont pas de CQP, qui n'ont pas de BP, qui n'ont pas de licence TAPS, qui n'ont pas le diplôme qui permet de coacher. Pourtant, à ce jour, je suis convaincu vraiment qu'ils sont meilleurs que certains coachs diplômés. Vraiment. Je suis convaincu qu'ils sont meilleurs de par leurs tips, de par leur rapport technique, de par leur analyse de mouvement. D'autant plus que c'est des personnes qui ont fait de la compétition, qui sont présents un petit peu dans le milieu du street lifting. Pour moi, ils n'ont pas de diplôme, enfin, du moins à ma connaissance, mais ils ont la légitimité pour pouvoir coacher. Hmm. Moi, je pense que du coup, alors là, il y a deux cas de figure. Pareil, c'est le coach qui n'est pas diplômé, qui veut pas en faire son métier, et qui n'a pas de diplôme et qui est bon, machin et tout. À la limite, ça, c'est OK. Ouais, Par contre, j'ai un gros souci, et je l'ai déjà dit ici et je vais le redire. J'ai un gros problème, et je vous parle à vous directement. Vous, les coachs qui n'avez pas de diplôme, qui ne voulaient pas en passer et qui veulent en faire un business. Parce que clairement, ouais. ça, Là, pour moi, alors là, ouais, c'est je de suis la d'accord. concurrence déloyale. Parce que Ouais, je suis moi, d'accord. je me suis fait chier à passer un diplôme. Je nous déclare tous les mois. Parce que souvent, c'est lié, hein. Pas de diplôme, black. En gros, Ouais, c'est bien sûr, bien souvent évidemment. c'est ça. Donc, vous, en fait, vous payez pas d'URSSAF, vous n'avez pas payé de diplôme, vous n'avez pas passé de diplôme, vous n'êtes pas formé, donc vous n'avez pas investi comme moi j'ai investi. Euh, et là, pour le coup, pour moi, il y a un problème. Et Mm. là, je crois qu'actuellement, ça va, mais il y a eu des périodes dans le street lifting où il y avait des gens vraiment qui étaient pas du tout carrés là-dessus. Et bon, ils font plus partie du street. Je vous donnerai pas de nom, Mm. mais bon vent à eux, et vous étiez pas les bienvenus, les gars. Voilà. Ouais. Et pour l'aspect formation, Marco, toi, qu'est-ce que tu. Enfin, quand je dis formation, tu vois, c'est un peu à la mode en ce moment. Tu sais, il y a la formation sur le business, il y a des formations qui apparaissent dans tous les sens. Ouais. Ok. Moi, comme je l'ai dit, s'il y a une formation en street lifting, ce serait la tienne de ce que j'ai entendu. Tu vois, j'ai eu que des bons retours dessus, que des bons échos. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des différentes formations qui voient le jour? Parce qu'on voit des formations qui apparaissent un petit peu de partout. Voilà, formation street lifting, venez vous former ici, apprenez ça. Toi, c'est quoi ton positionnement par rapport à ça? Moi, je pense, en fait, il faut reprendre la même chose que quand vous analysez un coach. C'est quoi un bon coach? C'est un mec donc, qui a expérimenté sur lui et qui a réussi à faire progresser des gens de tout niveau. En gros, c'est ça un bon coach. Et donc, ça, c'est dans la théorie, mais vraiment un bon coach qui est crédible, c'est aussi ces informations-là, vous allez pouvoir les consulter. Enfin, vous allez pouvoir y avoir accès. Par exemple, quand moi je dis quand nous,
au sein de Live Trainer, on dit, bon, on coach tant de gens, on a coaché tant de gens. On a, par exemple, j'ai fait des récaps cette année sur l'année 2025, il y a eu 77 médailles, machin. En fait, c'est nous, pour vous dire comment on fonctionne au sein de Live Trainer. Ça va vous donner d'ailleurs des idées, vous, si vous êtes coach. On a des Google Sheets sur plein de trucs et en fait, on collecte les données. Genre, par exemple, quand un athlète il fait un match, une compète, donc on va mettre son classement, on va mettre son PR comp, combien il a fait en plus par rapport à sa dernière compète, euh, quel KT il était, sa gestion de match. Est-ce que, par exemple, il a fait 10 sur 12, des trucs comme ça. Et ça nous donne des informations. Ces informations, après, on vous les restitue. Et moi, j'adore cette expression d'un grand philosophe, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Les chiffres, ouais. Il l'a dit tout le temps, ça. Dédicace à Caris. En fait, je trouve ça très vrai. Parce que il y a des gens, ils vont vous dire des trucs. Ok, d'accord, frérot, mais bon, tu me dis ça, mais c'est où que je retrouve Ouais. l'info, en fait? Est-ce que c'est véridique ce que tu me dis ou c'est un. Tu sais, moi, je pense un truc, c'est que l'info, elle est très facilement vérifiable aussi. Ouais. Tu vois, un truc con. T'es coach, tu repostes jamais d'athlètes en story. Tu vas pas me faire croire que tu as coaché 70 athlètes sur l'année N-1. Tu Ouais. vois, pour moi, il y a des stats qui sont bon, les publications, parce que Instagram aujourd'hui, c'est devenu un réseau où tout est exprimé. Ouais. Juste avec le Insta, tu sais qui coach qui. Tu vois, on voit un petit peu qui est coaché par qui, on voit les republications en story, etc., etc. Tu vois les posts en collaboration. Juste avec ça, aujourd'hui, tu vas pouvoir te positionner et situer si un coach a des athlètes ou pas. Et pour moi, là où je te rejoins totalement, c'est un petit peu, ben, quand tu fais une formation, tu t'adresses à un public de streetlifting, déjà, qui es-tu? Qui Ouais, es-tu en tant que coach? Tu vois, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as des athlètes? Est-ce que tu vois? Et moi, tu vois, pour rebondir un petit peu là-dessus, au-delà du fait de qui es-tu, ça peut être nuancé parce que demain, tu peux avoir un mec comme Rudy Koya qui vient s'implémenter dans le streetlifting. Le gars, il a déjà un nom en muscu. Tu vois. Et le fameux qui es-tu à Rudy Koya, on ne va pas lui poser. On sait déjà qui il est, même s'il est personne en streetlifting aujourd'hui. Tu vois. Mais il y a aussi l'aspect où on rebondit encore un peu dessus, tu vois, mais l'aspect longévité, expérience. Mm. Tu vois. Pour moi, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans de streetlifting, tu proposes une formation, je trouve ça un peu culotté. Tu vois. Enfin, Mm. après, c'est mon avis, tu vois, mais je le dis haut et fort, hein, tu as 2-3 ans de streetlifting. Je vois des formations aujourd'hui qui apparaissent de partout en streetlifting. En 2 ans, je ne vois pas comment tu peux prétendre à faire une formation. Tu vois. Ah, en fait, c'est ça. Et pour rebondir sur l'analyse du coach, justement, l'analyse du formateur, faut qu'elle soit aussi pertinente que celle du coach. C'est combien de personnes tu as coaché, combien de personnes tu as réussi à faire atteindre tel niveau, et est-ce que tu as réussi en tant que coach? C'est ça aussi le truc. C'est par exemple, si ta réussite, elle est complètement biaisée parce que en fait, tu as réussi grâce à l'image de quelqu'un d'autre, par exemple, ou tu as réussi parce que, en fait, tu n'as pas du tout réussi, du coup, pour le coup, tu Ouais, c'est sûr. n'as pas du tout réussi. Pour moi, tu n'es pas du tout légitime à proposer une formation. Et encore une fois, de toute façon, nous, par exemple, avec le Trainer Global, donc là, je crois, si je donne les bons chiffres, je crois qu'on a formé 38 coachs en 2 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucune autre formation en streetlifting qui a formé autant de coachs que ça. Après, forcément, il y a la qualité de la formation, la pertinence de la formation, puisque là, en fait, ce qui est en train de se passer aussi, c'est qu'il y a des copier-coller de ce qui se fait déjà. Alors, on le voyait déjà au niveau du coaching, des gens qui. Parce que ça, c'est un truc qu'on m'a déjà dit, de gens qui sont un petit peu de l'extérieur du streetlifting et qui me disaient en fait, j'ai l'impression, quand je regarde les coachs, que vous ressemblez beaucoup. Et en fait, ça, c'est vrai. Mais Parce c'est que, une réalité. Parce ouais, qu'au final, enfin,
je veux dire, tu vois, là tout à l'heure, je vais sortir un réel sur les adducteurs au squat. Et je regardais, ce matin, je scrollais sur Insta et je tombe sur le réel à Tesco. Ouais, Et il a fait un réel il y a 4 jours, je ne l'avais même pas vu, mais un peu comme le réel où j'avais fait. En fait, si tu veux, on se reprend un petit peu tous dans les idées par rapport au contenu qu'on va apporter, au Q technique, tu vois, et globalement, on va se répéter, on va toujours parler de la même chose, tu vois. Donc, effectivement, il y a un côté ressemblance, mais j'ai envie de te dire, dans tous les sports, les coachs se ressemblent, hein. ouais. Tu prends en powerlifting, c'est la même chose. Mm. Tu prends en judo, enfin, dans tous les sports, les coachs vont répéter les mêmes choses, tu vois. C'est toujours les mêmes phrases que tu vas entendre. Après, effectivement, on se ressemble, mais pour moi, il y a des choses où tu peux apporter des bonnes cues techniques à travers des réels. Ça ne fera pas forcément de toi un bon coach parce que est-ce que la cue technique que tu vas apporter, tu vas réussir à avoir ce phénomène d'analyse où tu vas pouvoir analyser le sticking point sur le mouvement en question de ton athlète et pouvoir y remédier à travers une variation ou non. Tu vois, parce que tu peux même utiliser du Ouais. comp pour remédier à ça. Mais problème étant, c'est que pour moi, aujourd'hui, le street lifting, c'est un sport nouveau. Donc, en fait, j'ai l'impression dès qu'il y a un petit truc à prendre, les gens y vont. Tu vois? Ouais, bien Du sûr. coup, il y a des formations qui sortent. Il va y avoir un bouquin, je pense que d'ici 2 ans, tout comprendre sur le street lifting. Tu vois, c'est une bonne chose, c'est bien parce que ça fait évoluer le sport. Et honnêtement, c'est bien. Mais problème étant, c'est qu'il y a des gens qui sont non légitimes qui font ça. Tu Mm. vois? Et moi, c'est surtout ça qui me gêne, c'est la non-légitimité de certains pour faire certaines choses. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'on est les plus légitimes du monde et il n'y a que nous. Non, le street lifting, c'est très bien, tout le monde peut en faire, mais pour moi, il y a des prérequis avant de faire certaines choses, tu En vois. fait, moi, j'irais même plus loin, c'est que en fait, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, Exactement, bien sûr. ce qu'on est en train de dire, c'est pas que ces personnes-là ne doivent pas faire ce qu'elles font. En Mm. fait, si elles ont envie de faire ça, elles le font. Mais après, bah, le truc, c'est est-ce que c'est valable ou pas? C'est ça Ouais, c'est ça. le truc. Et je pense qu'aujourd'hui, et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais après, en fait, chacun aura sa définition de la réussite. C'est très personnel. Mais des coachs en street lifting qui ont réussi en France, euh, va pas me dire qu'il y en a 50. Non, Enfin, j'y crois voilà. pas une seconde. Donc en fait, je pense que si vous êtes, et en fait, moi, c'est pour ça que je sous-estime jamais les auditeurs ou en fait les gens qui regardent notre contenu et tout, les gens, ils sont intelligents, ils ont une capacité d'analyse. En fait, analyser tout simplement ce qui a déjà été fait par un tel, et après recouper les informations, ça se fait rapidement, vous allez sur les sites internet, vous allez sur les Instagram, etc. Et quand un mec pop de nulle part et vous propose un truc complètement hors sol, sans légitimité et tout, bah, renseignez-vous un maximum, parce que là, il y a un problème. Donc, Tu sais, moi, je pense, Marco, alors, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis les gens sont intelligents. Je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord. Alors oui, je pense que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, c'est des gens passionnés par le street lifting, c'est des gens qui sont présents, mais il y a beaucoup de personnes émergentes qui arrivent. Le street lifting, c'est une discipline qui est en train de croître encore. Et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont arriver dans la discipline qui ne te connaissent pas, qui ne me connaissent pas, oui, bien sûr. et Ouais, qui peuvent tomber sur cette formation. Ça fait pas forcément d'eux des gens bêtes, mais juste des gens qui n'ont pas forcément le recul et qui ouais, peuvent être naïfs et tomber dans le piège, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais, bah après, ça fait partie du jeu aussi, mais Après, c'est le jeu, bien sûr, ouais, c'est ça. bah, ça fait partie du jeu, Ouais, c'est c'est ça ça. le truc, tu vois. Donc voilà. Mais bon, ouais, on voit des petits trucs, c'est marrant. Ouais, moi, quand je vois des trucs comme ça, tu sais, ça me fait toujours penser aux mecs, je sais pas si tu as ça sur Insta, moi j'en ai plein, des mecs qui viennent te contacter en DM pour faire exploser tes vues, mais quand tu cliques sur son profil, le mec il va te dire Exact. fais-moi confiance, Ouais, ton compte exactement. Insta il va exploser, je vais t'apporter des tunnels de conversion, machin. Ouais, ouais, Je regarde son profil, je vois 143 abonnés. ouais, ouais. Et Bah, je me et dis, bah ok, là, bah, pour moi, c'est exactement la même chose. c'est la même chose. Je me dis, Et ok, en ah fait, ouais, c'est pour moi la légitimité, surtout en street lifting, dans un tout petit milieu comme ça de niche. En fait, ils s'inventent pas, en vrai. Ils s'inventent pas.
Ah non. Tu vas pas faire croire demain, tu vas popper je sais pas où, et tu vas pas faire croire que tu es le boss du game, alors que c'est pas vrai. Enfin, Mais bien et sûr. en plus de ça, souvent, ces gens-là, ils ont des arguments fallacieux et totalement. Enfin, ils mentent, en fait, hein, clairement, dans leur communication. Et ça se voit, en fait, parce que souvent, C'est exagéré. Souvent, moins c'est on très est sûr, exagéré. exactement, moins on est sûr de ce qu'on vend, plus on va l'embellir. On va dire, ouais, c'est la meilleure, je suis le meilleur coach du Ah, bien monde, sûr. Mais machin. déjà, à partir du moment où moi, tu me dis, tu es le meilleur coach en street lifting, à partir du moment où tu me dis ça, je sais d'avance que t'es, enfin, qu'il y a un problème. T'es qui pour te prétendre le meilleur? Ouais, Et tu même pas, enfin, tu pourrais même pas dire ça si au final tu te dis, ben, je suis coach en street lifting depuis ce temps, mais bien évidemment, j'ai toujours à apprendre. Enfin, je veux dire, j'ai coaché en judo pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, j'apprenais encore des choses. Même aujourd'hui, j'apprends encore des choses en street lifting. Tu mm, vas pas me dire que, tu vois, et bon, après, voilà, ça serait casser du sucre dans le dos de certains, même si on ne donne pas de nom. Mais ça, c'est des choses que je vois beaucoup sur les réseaux. Je me dis, mais putain, moi, des fois, ça me rend fou. Quand je vois ça, je me dis, ça me rend fou. Je te jure, je suis là sur mon téléphone, je suis comme ça. Mais pour qui tu te prends? Mais t'es qui, toi? Tu vois, ça, je te jure, ça m'énerve. Je me je dis, putain, dois mais, tellement dire ça en vrai. putain, mais, je te jure, mais je suis là, je suis en train de câbler tout seul. Ma femme, elle est là, tu parles à qui? Mais non, mais putain, mais pour qui ils se prennent, les gens? Mais restez à votre place, on fait du street lifting. On n'est pas en train de coacher Mbappé. Enfin, faut redescendre sur terre, les gars, tu vois. Ouais. Enfin bon, après, ça sera un débat sans fin, tu vois, mais je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur l'idée, quoi. Ouais. Bah, faudra qu'on refasse un deuxième podcast, hein, parce que là, ça fait déjà, je crois, 1 heure et demie, un truc comme ça qu'on Putain, parle. ouais, ça fait 1h27 de podcast. Mais en fait, on avait beaucoup de choses à se dire. Ouais, franchement, ouais. Et Et, encore, si et c'était pas le temps qui nous tenait, on pourrait tenir comme ça des heures, hein. Enfin, faut moi, perso, je pourrais dire. faut qu'on se fasse un deuxième podcast. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un deuxième podcast, mettez-le nous en commentaire. Et je vous spoil, on va le faire. On va le Ouais, bah, c'est sûr. Mais on fera le sens inverse, Marco. On fera le sens Voilà, inverse. Moi, c'est je t'ai ça. posé les questions. Le prochain podcast, c'est toi qui me poses les questions. Le match Exactement. retour. On va faire ça. Donc, on peut te suivre, je crois, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Ouais, c'est ça. YouTube, Insta, TikTok. Restez à l'affût sur YouTube parce que là, j'ai prévu de longues vidéos. Je veux raconter toute ma vie. Donc, le soir, en mangeant des vidéos de 30 minutes. Si vous avez rien à faire, les gars, venez passer un peu de temps avec moi. Je vais faire une vidéo par pays. Ah ouais. Donc, je vais faire du street lifting dans un maximum de pays et essayer de vlog un petit peu ça. Donc, voilà, ceux qui veulent me suivre sur YouTube, TikTok, Instagram, les gars. Sur tous les réseaux. Exactement. Ok. Donc, si vous avez kiffé le podcast, moi, je vous invite à liker encore, commenter, vous abonner, parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui ne sont pas abonnés. Pareil, note de 5 étoiles sur Spotify. Et voilà. Et nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode, peut-être d'une autre émission. Et en tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir de parler avec toi. Ah, moi aussi, parce qu'on. On pourrait parler encore pendant 2 heures, là. Mais en plus, on parle très souvent hein, sur Insta, 2, 3 fois par semaine, on discute un petit peu. Mais là, c'est vrai que ça fait plaisir d'échanger sur un podcast comme ça. Franchement, c'est pris Ouais. beaucoup de plaisir, perso. En tout cas, mec, on te dit à très vite sur le podcast. Avec plaisir, mon gros. Et bonne fin de journée à toi, mec. À toi aussi, mon gros. Allez, à la semaine Allez, prochaine. Ciao. ciao.